Alors déjà bonjour. Et bonjour. Donc présentez-vous. Écoute, je m'appelle Jérôme Alquier, j'ai 47 balais, ce qui m'amène à une naissance autour de 1975, en même temps que Goldorak d'ailleurs. Et j'ai vu arriver les tout premiers dessins animés quand j'étais tout petit, tu vois, avec la vague Ouais, de comme moi. Récréa 2, voilà, Goldorak, Capitaine Flamme, Ulysse 31, première coproduction franco-japonaise. Et puis ouais, j'ai grandi en adorant tout ce qui venait comme ça du pays du soleil levant. Et puis vers mes 13 ans, je suis tombé sur une émission pas très connue qui s'appelle le Club Dorothée, À peine. à peine connue, qui nous a fait découvrir des dessins animés absolument incroyables, dont notamment celui pour lequel on discute aujourd'hui, à savoir les Chevaliers du Zodiaque. L'un des meilleurs. Alors justement, qu'est-ce qui vous a amené sur ce projet? Ah bah écoute, la fan-attitude, le fanboy que j'étais dans les années 80, parce que moi depuis que j'ai découvert les Chevaliers du Zodiaque, je suis toujours fan de ça. Oui, d'ailleurs vous avez J'ai- fait un très beau projet animation en 2001. Oui, 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 tout à fait. Bon, enfin, c'est vrai que les Chevaliers, ça m'a rendu complètement dingue. C'était une époque aussi, j'étais ado. C'était une époque où j'apprenais en fait au travers des dessins, j'apprenais à dessiner en fait, si tu veux. C'était en refaisant ce que je voyais à la télé que je commençais à comprendre un peu les techniques qu'il pouvait y avoir. C'était les deux caractères designers qui sont Shingo Araki, Mishimeno pour le dessin animé. Et donc oui, Senseiya, ça a toujours eu une part très importante pour moi. J'ai fait mes premières BD sur Senseiya, enfin BD homemade, hein, enfin, des trucs faits sur des coins de table, quoi. Et puis voilà, qu'est-ce qui m'a amené à ça aujourd'hui? Ma passion de l'adolescence, qui m'a jamais quitté jusqu'à la rencontre avec les éditions Kana, dans le courant des années 2013-2014, où on a lancé le projet sur Albator, Ouais. que tu as dû voir passer. Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, il y a eu 3 tomes. Et en fait, on a travaillé en collaboration avec Akita Shoten, qui est l'éditeur japonais de Eiji Matsumoto, et qui s'avère aussi être l'éditeur japonais de Masami Kurumada. Et donc, si tu veux, les étoiles étaient dans le bon alignement, les planètes s'étaient bien alignées pour faire l'ultime éclipse. Et voilà, c'est comme ça que le projet a démarré il y a maintenant à peu près 2 ans. D'accord, donc Canada est directement venu vous chercher. Oui, enfin on s'est rencontré avec Kana par l'intermédiaire d'un traducteur qui bossait pour eux, qui s'appelle Thibaut Desbief, à qui je passe d'ailleurs le bonjour. Et puis voilà, on a bien accroché parce que Kana, si tu veux, c'est à mes yeux de lecteur de manga, c'est un des pionniers à l'époque, dans les années 90, ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient pas le seul, mais ils n'étaient pas nombreux. Il y avait Tonkam, il y avait Kazé, il y avait Glénat bien évidemment pour Dragon Ball et Akira. Et Kana était là aussi, il défendait le manga contre vents et marées. Hein. Quand tu as connu les années 90, Ouais. tu sais que c'était pas évident dans ces années-là. Et donc voilà, ils se sont battus pour que le manga existe en France. Et c'était tout naturel de bosser avec eux sur un projet comme Senseiya, vu qu'ils sont eux-mêmes les éditeurs des Chevaliers du Zodiaque en manga en France. Cette histoire unique, hein, elle était publiée au Japon, Oui, elle est publiée ici. oui. Est-ce que un animé se profile ou Alors, on discute, Alors, d'abord, c'est un projet qui se voulait francophone, c'est-à-dire développé par des fans français pour un public a priori au départ francophone. Et d'ailleurs, je dis ça non pas pour tenter du chauvinisme bête et méchant, mais c'est pour dire qu'en fait, j'essaie de mettre avec Arnaud à l'intérieur de l'album des ingrédients qui sont liés à Senseiya Japon, mais qui sont liés aussi à l'histoire des Chevaliers du Zodiaque en France, quoi. Voilà, qu'on ressente au travers de l'album les goûters qu'on avait en 1988-89 quand on regardait la série à la télé, quoi. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et donc il y a ce côté un peu ADN français dans le projet. Maintenant, si ça marche à l'international, c'est encore mieux. Et je sais qu'il y a beaucoup de pays qui se sont placés pour éditer Time Odyssey. Donc il y a la version italienne qui va sortir le mois prochain. Il y aura très certainement une version espagnole et pour l'Amérique latine aussi, une version anglaise aussi. Et comme tu le disais dans ta question, il y a en effet une version japonaise. Alors la version japonaise, elle n'était pas initialement prévue comme ça, quoi. Mais lorsqu'on a travaillé avec Maître Kurumada, il a beaucoup apprécié manifestement le travail qui avait été fait sur le tome 1 et il a demandé, c'est sa demande express, à Akita Shoten d'éditer le manga
avant qu'il soit édité en France, quoi. Enfin le manga, la BD pardon, avant qu'il soit édité en France. Et ça s'est traduit par deux demi-BD qui ont été éditées, une au mois de juillet, une courant du mois de septembre, dans le Red Champion de Akita Shoten. Voilà. Du coup, justement, pourquoi avoir choisi ce côté BD couleur plutôt que style format manga classique? Bah, écoute, ça a été une vraie question, vrai questionnement au début du projet de savoir quel était le format qu'on voulait donner à ce projet-là et de manière générale à toute la collection classique en fait de Kana, quoi. Moi mon avis c'était de dire il faut faire du franco-belge parce que les licences sur lesquelles on va travailler c'était Albator, ça a été Goldorak, c'est les Chevaliers du Zodiac, ce sont des licences qu'on a connues dans les années 80 à l'époque où le manga papier on savait absolument pas ce que c'était, je sais pas pour toi mais moi le manga papier je n'en avais jamais entendu parler, je savais même pas en plus qu'il y avait une BD qui était à l'origine avant d'être un dessin animé que je regardais à la télé. Donc si tu veux, on n'avait pas du tout cette culture-là. En revanche, on avait la culture du franco-belge, quoi. Donc je trouvais que c'était un premier point. Et en plus, faire un manga, moi je ne m'en sentais pas capable. Par rapport à des Japonais qui sont 1 milliard de fois plus doués que moi pour faire du manga, je ne voyais pas qu'est-ce que j'allais leur apporter en fait en faisant un manga. Alors que sur un format franco-belge, j'ai l'impression qu'il y a une valeur ajoutée différente du manga qu'on peut venir proposer, y compris au Japon. D'ailleurs, les premiers retours au Japon étaient de dire mais c'est super joli, ça fait presque livre d'art, artbook, tu vois. Et on était très très heureux d'entendre ça, quoi. Et puis le dernier point c'est un point de vue éditorial, c'est de se dire que en fait quand tu réfléchis, le public cible de la collection classique, même si elle est ouverte à tous, ça reste quand même des gens qui ont connu ça un peu dans les années 80. Et ces gens-là, ils ont le souvenir non pas d'un manga, mais ils ont le souvenir de la version animée, de la version télévisuelle qui était pleine de couleurs, etc. Et je trouvais que se passer de la couleur, c'était presque dommageable parce que ça allait faire moins fonctionner la Madeleine de Proust de ces gens-là par rapport aux souvenirs qu'ils avaient de l'animé. En parlant de couleurs justement, j'ai remarqué, puisque je l'ai feuilleté, que l'un des personnages n'avait pas les mêmes couleurs. Il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul et en fait, si tu veux, ça vient du cahier des charges qui a été imposé par le Japon. D'accord. C'est que nous, on a la possibilité de faire une adaptation en bande dessinée franco-belge, mais de l'œuvre de Kurumada lui-même, c'est-à-dire du manga d'origine. D'accord. Et il y a une petite différence entre le manga d'origine et l'animé qu'on a connu à la télé, en termes de coloration et aussi en termes de design d'armure. Les chevaliers de bronze, du moins dans la première période, celle du sanctuaire, ont des armures quand même qui sont très différentes dans l'animé que dans le manga. Et comme nous, on avait les droits d'exploitation du manga, on s'est basé vraiment sur le design, sur le design des armures ainsi que leurs couleurs qu'il y a dans le manga. En revanche, après, pour que, comme on parlait de la Madeleine de Proust tout à l'heure, pour qu'elle fonctionne, on a essayé de faire en sorte que la colorisation des différents personnages soit le plus proche possible d'un rendu animé pour que le lien se fasse automatiquement dans la tête des gens. Le seul moi qui m'a vraiment tout de suite, c'est parce que d'habitude il est rouge. Il est rouge et là il est blanc. Exactement. Mais sinon les autres, ça se voit pas. Est-ce que vous avez une petite anecdote rigolote? Oh là là, rigolote. Alors, je peux te dire qu'on est deux sur le projet. En fait, je suis pas tout seul, je suis avec mon scénariste Arnaud Dolène, mon co-scénariste du coup, puisqu'on est deux à travailler sur le scénario. Et en fait, ce projet-là, c'est un peu une boucle bouclée pour nous, parce qu'on s'est rencontrés il y a 27 ans maintenant. On était tous les deux élèves dans une même école d'ingé à Toulouse. Et la petite anecdote, c'est qu'en fait, il était assez timide, lui, il était un petit peu dans son coin. Et dès que je suis arrivé moi là-bas, j'ai voulu tout de suite faire un club, tu sais comme il y a le club théâtre, le club dessin, club ci, club ça. J'ai voulu faire le club manga et je diffusais des épisodes de mes dessins animés préférés à la téloche, quoi. Voilà, dans ma chambre, dans ma piole d'étudiant. Et un jour il me croise et il me dit écoute, j'ai vu que tu faisais le club manga, est-ce que ça t'embête que je vienne assister à un petit épisode? Je dis non, avec plaisir, viens, tu es bienvenu, tu viens un tel jour, machin. Et donc il rentre dans ma chambre d'étudiant. Et il voit plein de posters sur les murs. C'était des dessins en fait que j'avais fait, quoi. Tu sais, je travaillais sur une petite fanfiction, un truc comme ça. J'avais plein de dessins. Il me dit oh, ils sont chouettes les dessins des chevaliers. Moi j'adore les chevaliers Zodiac et tout. Tu les as achetés où les dessins? Je les ai pas achetés en fait, je les ai dessinés. Ouais, c'est ça. Ouais, non mais sérieux, tu les as achetés où? Je dis non mais sérieux, je dessine moi. J'adore dessiner et tout. Sérieux et tout? Ah c'est marrant. Moi j'adore écrire. Et puis on a commencé à discuter, tu vois.
Et moi, à cette époque-là, j'écrivais une petite fanfiction qui commençait avec le vieux maître au bord de la cascade de Rosan et tout. Et je lui dis, j'adore dessiner, mais ça me fait chier d'écrire, quoi. Si j'avais quelqu'un pour écrire, ça m'arrangerait. Ah ouais, mais écoute, moi ça m'intéresserait bien, si tu veux, je peux essayer d'écrire. Et tout. Je fais, ouais, vas-y. Et je lui donne mon texte. Alors mon texte, c'était des trucs très basiques, tu vois. Le vieux maître est assis en tailleur à côté de la cascade, quoi, tu vois. Ça s'arrêtait là. Et donc il part 2-3 jours, et 3 jours après il revient, il toque timidement à la porte. Voilà, j'ai essayé de réécrire quelque chose. Je fais, bon. Et donc je commence à lire. Ombragé par son éternel chapeau de paille, perdu dans des pensées insondables, le regard du vieux maître ignore la beauté familière de la vallée des 5 pics à qui la cascade sacrée prête sa voix. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est autre chose que le vieux maître assis en tailleur. Bon, allez, super, on bosse ensemble. Et ça a été comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, qu'on a développé une amitié, parce qu'on a une très très forte amitié tous les deux. Il est le parrain de mon fils, je suis le parrain du sien. Et quelques 27 ans plus tard, on se réunit de nouveau pour faire une pierre de plus à l'édifice, cette fois officiellement à l'univers de Sensei. Ça ne date pas d'hier. Voilà, non, ça date pas d'hier. Donc du coup, je sais pas si ça te plaît comme anecdote, mais en tout cas, la boucle est bouclée, quoi. Du coup, maintenant que ce projet est lancé, et qu'il fonctionne et que, à mon avis, il va bien fonctionner, il y a d'autres projets qui sont lancés? Alors, c'est un projet qui est très chronophage. Donc du coup, je peux malheureusement pas faire beaucoup de projets parallèles, en tout cas pas BD. En conséquence, c'est vrai que pour le moment, on va se contenter entre guillemets de faire nos 4 albums qui restent, parce que l'air de rien, il en reste 4. Je suis sur le tome 2 actuellement, il faut qu'il soit fini assez tôt pour pouvoir sortir au mois de juillet prochain. Après, si j'avais un 7 boules de cristal et un Shenron qui apparaissait devant moi, et qui me demandait sur quelle adaptation de dessin animé t'aimerais bosser autre que Albator et les Chevaliers du Zodiaque, je pense que je lui répondrais Ulysse 31, qui est une autre série culte pour moi, que j'aime énormément. Et on peut en écrire là-dessus. Et on peut en écrire là-dessus, on reste dans la mythologie grecque d'ailleurs. Absolument, oui, absolument. Donc du coup, là, il y en a 3 autres qui sont déjà prévus. Avec une même sortie, 4 autres même. C'est 5 tomes, ouais. 5 tomes, 4 autres. Prévu un par an c'est ça à peu près. La fréquence, ça va être un par an. Parce qu'il faut quand même que je les ponde. Alors, scénaristiquement, ça va, on arrive à produire assez rapidement. Arnaud est assez fort pour aller très vite dans les idées. Mais les dessiner, ça prend du temps. Et c'est surtout les coloriser qui prend du temps. Oui. Voilà, c'est les coloriser. Et donc, du coup, un par an, ça me paraît pas mal. Je vais essayer de tenir cette cadence-là. Donc ça va nous amener presque jusqu'à 2025-2026. Voilà, c'est déjà pas mal comme tu dis. Ouais. Alors, une question qu'on pose souvent. Ouais. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Oh là là, moi je serais un chien. Un chien? Ouais, un petit chien. C'est pas très mythologiquement flamboyant comme animal, mais... Il n'y a pas le chevalier du chien. Non, il existe, mais bon, c'est vrai que lui, il est pas très vendeur. Mais après, si on devait faire un animal mythologique, j'aimerais être le phénix, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc justement, en parlant de vendeurs, vendez-nous la BD. Ah là là, que je te vende la BD. Alors écoute, c'est un projet où on a mis, Arnaud et moi, toute notre passion de fans incontestables et incontestés de la licence. On a essayé de faire en sorte que notre histoire puisse s'inclure, non pas comme une séquelle, ni comme une préquelle, mais comme le mot n'existe peut-être pas, comme une interquelle, qui viennent se positionner à différents moments de l'histoire originale qu'on a tous aimé et qu'on connaît tous par cœur. L'arc Sanctuaire, l'arc Poséidon, l'arc Hadès et même encore Next Dimension qu'aujourd'hui Kurumada fait. Ça s'intègre parfaitement là-dedans. Ça se veut le plus raccord possible à l'œuvre originale de Maître Kurumada. D'ailleurs, il est là pour vérifier qu'on ne fait pas de boulettes. Je ne dis pas qu'on n'en a pas fait, mais que vraiment il n'y ait pas d'incohérence avec son œuvre originale. Donc on est, je ne sais pas s'il faut dire le terme, canon ou pas, mais en tout cas on est parfaitement validé par Maître Kurumada et exactement dans la lignée de son œuvre originale. C'est pas un spin-off dérivé qui parle de personnages très éloignés. On est vraiment dedans. L'histoire est vraiment inédite, c'est-à-dire qu'on traite d'un antagonisme qui n'existe pas dans la série originale, mais en parallèle, c'est fait et l'histoire qu'on raconte a des répercussions dans l'histoire originale. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Kurumada avait créées qui
qui font écho à ce qu'on développe. Et il y a même des choses qu'on développe qui induisent les choses que Kurumada avait développées lui-même. Donc il y a une vraie imbrication très très importante entre les deux. Je vous l'ai dit, c'est validé par Maître Kurumada, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Lui-même a imposé que ça sorte au Japon, ça c'est pas rien non plus. C'est une certaine fierté et une certaine reconnaissance. Exactement. Mais maintenant, il valide et il veut vraiment lire mon truc, quoi. Exactement. Mais c'était génial parce que, puisque tu aimes bien les anecdotes, c'est qu'en fait, on a eu il n'y a pas très très longtemps des petites remontées du storyboard du tome 2. Et on a eu un petit message de Kurumada qui nous disait « Ah, j'ai hâte de voir la suite, qu'est-ce qui va se passer après, machin ». Et c'est génial parce que voilà, ça fait tellement écho à ce que je vivais quand j'étais gamin et que je regardais les épisodes à la télé. Je disais, Maître Kurumada, dites-nous ce qu'il y a juste après. Et puis en fait, maintenant c'est l'inverse, quoi. C'est lui qui nous demande qu'est-ce que vous avez créé pour les pages suivantes. C'est juste magique de travailler en collaboration avec lui, quoi. Voilà. Je sais pas si je te l'ai bien vendu, mais... Moi je suis prêt. Bon, ça va, ok. Un petit mot pour la fin. Écoute, j'espère vraiment que tous les fans de la première heure, comme les nouveaux, vont se retrouver dans cette BD-là. Vous allez voir, encore une fois, c'est fait avec beaucoup de passion. Notre objectif, c'est de faire briller la licence, c'est pas de tirer la couverture vers nous ou quoi que ce soit. C'est que Senseiya continue à perdurer dans le temps. On est tous fans de cette licence. Et même quand Time Odyssey sera terminé, on continuera à aimer Senseiya. Et si Time Odyssey peut aider à faire perdurer, à alimenter le feu, le brasier de Senseiya, tant mieux auprès des fans. S'il peut être la première étincelle pour faire connaître Senseiya auprès d'une nouvelle génération, eh bien encore plus banco, c'est la cerise sur le gâteau, et qu'on puisse continuer à partager encore très longtemps cette licence et cette passion pour elle. C'est parfait. Merci. Avec plaisir.